Je me souviens d'un jour pluvieux où je rentrais chez moi. À ma droite, il y avait des centaines et des centaines de voitures qui faisaient la queue pour prendre l'autoroute. Et à ma gauche, d'autres voitures faisaient également la queue pour prendre l'autoroute. Et c'est là que ça m'a frappé. Let me be clear. UAP are real. Advanced technologies not made by our government or any other government are monitoring sensitive military installations around the globe. Furthermore, the U.S. is in possession of UAP technologies, as are some of our adversaries. I believe we are in the midst of a multi-decade secretive arms race, one funded by misallocated taxpayer dollars and hidden from our elected representatives and oversight bodies. J'ai eu cette réflexion intense, ce moment bouleversant, où je ne pense pas m'être jamais senti aussi seul de ma vie. J'avais l'impression de vivre sur la Lune. Car même si les gens n'étaient qu'à quelques mètres de moi et que j'étais entouré de milliers de voitures circulant pare-choc contre pare-choc, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un seul être humain autour de moi qui savait ce que nous faisions et qui connaissait les implications profondes et la réalité des ovnis. Avant qu'il ne ressente ce vertige au volant, Luis Elizondo était un homme de l'ombre, spécialiste du renseignement, formé à traquer les ennemis invisibles. Terrorisme, contre-espionnage, opérations clandestines. Mais en 2009, tout bascule. Il est convoqué pour un programme secret du Pentagone. Un projet dont même le nom semble incongru, les A-Types. Il découvre alors que des objets non identifiés survolent des bases nucléaires, désactivent des missiles, échappant à tout contrôle humain. Ce n'est pas de la science-fiction, mais des faits, mesurés, enregistrés, validés par les meilleurs pilotes de l'armée américaine. Mais l'immobilisme des officiels lui est insoutenable. Face à l'inertie des autorités, Elizondo décide d'agir. En 2017, il démissionne et choisit la voie médiatique. Ces révélations provoquent une onde de choc dans les plus hautes sphères du gouvernement et bien au-delà. De quel secret Luis Elizondo était-il le gardien ? Retour sur une histoire aux résonances historiques qui pourrait bien bouleverser le cours du monde. Je crois que c'est le sens du devoir qui m'a poussé à parler publiquement de la réalité des pans et du fait que mon gouvernement enquête depuis des décennies sur cette incroyable énigme. Peut-être pour tenter de répondre à la vieille question de l'humanité qui est « sommes-nous seuls ?» Si vous me posez cette question, ainsi qu'à mes collègues, je pense qu'il y a une réponse définitive. Nous ne sommes certainement pas seuls. Ce n'est qu'en 2009 que l'on m'a demandé de participer à un programme dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Et franchement, si vous me l'aviez demandé à l'époque, je ne l'aurais probablement pas cru. Mais on m'a demandé de faire partie d'un programme qui étudiait les phénomènes aériens non identifiés, ou dans le langage courant, les ovnis. Le programme s'appelait A-Type, le programme d'identification des menaces aérospatiales avancées. Je me souviens très précisément de cette réunion. Après plusieurs réunions au cours de quelques semaines avec certaines personnes, certains représentants de ce bureau, j'ai finalement été invité à aller parler au directeur. Il s'appelait James Lukatsky. Il était probablement le premier spécialiste des fusées du gouvernement américain à l'époque. Et c'est là que j'ai appris la vérité. Je me souviens que lors d'une réunion avec lui, il m'a regardé droit dans les yeux. Il a regardé par-dessus ses lunettes et m'a dit « Que pensez-vous des ovnis ?» J'ai réfléchi un instant et j'ai répondu franchement. J'ai dit que je n'en pensais rien. Il m'a regardé d'un air perplexe et m'a dit « Que voulez-vous dire par là ? Vous ne croyez pas aux ovnis ?» J'ai répondu « Non, ce n'est pas ce que vous m'avez demandé. Vous m'avez demandé ce que j'en pensais. » J'ai répondu honnêtement que je n'y pensais pas parce que je n'avais pas le luxe d'y penser. Je suis trop occupé à chasser les terroristes, les espions et les choses de ce genre. Il m'a regardé et il a dit « C'est une réponse juste, Luis, mais laissez-moi vous donner un conseil. Ne laissez pas vos préjugés analytiques prendre le meilleur de vous, car ce que vous pouvez apprendre peut remettre en question les idées préconçues que vous pouvez avoir sur le sujet. » Et il avait tout à fait raison.
Si vous m'aviez demandé il y a 10 ans, ou plutôt si vous m'aviez demandé il y a 15 ans maintenant, ce que j'aurais pensé de ce projet, l'AATIP, le programme du Pentagone sur les ovnis, je ne vous aurais probablement pas cru. Et ce n'est que lorsque j'ai fait partie du programme pour gérer le contre-espionnage et la sécurité, au départ, avant de devenir responsable, que j'ai réalisé ce qui se passait. Je pense que ce qui m'a le plus intrigué, c'est l'échelle et la portée globale de ce problème. Il ne s'agissait pas seulement d'un mystère américain qui se produisait ici, aux États-Unis. Il s'agissait d'un problème mondial, et cela se passait avec nos alliés et partenaires internationaux. Ils étaient confrontés à ces ovnis, mais personne ne voulait rien dire. Nous disposions également d'informations, de renseignements, qui suggéraient fortement que nos adversaires, les adversaires étrangers, étaient également très intéressés par ce sujet. Eux aussi faisaient l'expérience de ces PAN, ces ovnis, au-dessus de leurs installations militaires sensibles et de leurs installations nucléaires. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, la plupart d'entre nous ont compris qu'il s'agissait vraiment d'un phénomène mondial et pas seulement d'un phénomène américain. Beaucoup de gens m'ont demandé quel était le meilleur cas d'ovni que j'ai jamais vu. Et pour moi, c'est comme choisir un enfant préféré. Ils sont tous différents, ils sont tous uniques, et ils sont aussi très très convaincants. Par exemple, j'ai vu des vidéos où ces choses, ces ovnis, sont seulement à 5 mètres du cockpit. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. The whole thing, dude. Nous avons d'autres vidéos, des vidéos longues, 23 minutes dans certains cas, où ces ovnis, ces PAN, semblent venir interroger certaines de nos plateformes de collecte de renseignements. Lorsque vous les regardez, vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui est à nous. Ça n'a pas été conçu par un être humain. Il y a aussi d'autres cas où du matériel a été récupéré. Et vous pouvez réellement tester les métaux. Dans d'autres cas, des échantillons biologiques ont été retrouvés. Nous en avons beaucoup en fait. Je vais vous donner un exemple. Nous avons eu au cours d'un mois, 30 jours, impliquant l'USS Roosevelt et la flotte de porte-avions, nous avons eu plus de 28 incidents d'ovnis distincts impliquant ce groupe de porte-avions en un seul mois. Très vite, Luis Elizondo réalise la portée du phénomène. Il croit pouvoir faire bouger les lignes à force de rapports précis, indiscutables. Dans ce genre d'histoire, on s'attend parfois à un ennemi venu d'ailleurs. Un vaisseau, une altérité radicale. Mais parfois, l'adversaire porte costume et cravate. J'ai passé plusieurs années à essayer de convaincre les hauts responsables du ministère de la Défense, de la CIA et de la communauté du renseignement de prêter attention à ce qui se passait et à nos conclusions. Ce n'était pas facile, car le Congrès nous donnait de l'argent et nous le dépensions pour étudier les ovnis et comprendre ce qu'étaient ces choses et comment elles fonctionnaient. Mais personne ne voulait savoir. Je suppose que la stigmatisation sociale et le tabou étaient si importants qu'ils étaient heureux que nous fassions ce que nous faisions. Mais ils ne voulaient pas vraiment faire quoi que ce soit à ce sujet. Pendant ce temps, je recevais chaque jour des courriels et des messages de la flotte. Et je n'oublierai jamais l'un de ces messages qui disait littéralement « Hé, j'ai ces choses, ces ovnis sur mon navire, et je ne peux pas garder les gens sous le pont indéfiniment. Que voulez-vous que nous fassions ?» J'ai donc continué à me rendre dans le bureau du secrétaire à la Défense, à rencontrer ses 3 principaux assistants et à les informer. J'ai fait venir les pilotes et les opérateurs radars. Nous avions les vidéos, les rapports et les enquêtes. Mais malgré tout, ils ne voulaient toujours pas informer le secrétaire à la Défense sur ce sujet. Il se trouve que je connaissais un peu mieux le secrétaire à la Défense de l'époque, car j'ai servi avec lui en Afghanistan au début de l'année 2001, puis ensuite au Moyen-Orient. J'ai toujours su que le secrétaire Mattis,
ou à l'époque le général Matisse, était un excellent chef de combat. C'est une personne qui veut toujours plus d'informations, pas moins. Et son propre personnel ne voulait pas l'informer de ce qui se passait. Je soupçonne qu'il y a plusieurs raisons à cela, mais en fin de compte, j'ai réalisé que la seule façon d'attirer l'attention du patron, d'attirer l'attention du secrétaire, c'était de démissionner. Nous avons un code de déontologie en matière de sécurité nationale. Si vous ne pouvez pas résoudre un problème en interne, vous ne restez pas et n'aggravez pas le problème. Vous faites ce qu'il faut et vous partez. Ensuite, on peut dire ce que l'on veut. Mais on ne fait rien de perturbateur ou de destructeur pendant qu'on est en uniforme. J'ai donc compris que la seule façon d'attirer l'attention du patron, du secrétaire, était de démissionner en signe de protestation et d'adresser ma lettre de démission directement au secrétaire lui-même. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et le reste, on peut le dire, fait partie de l'histoire. Face à une élite muette, il se rend à l'évidence. La population mérite la vérité. Alors, pourquoi ce silence? Et surtout, à qui profite-t-il? S'agit-il d'un échec démocratique ou d'une divulgation lente et contrôlée? Chris Mellon et moi-même, un de mes collègues, Chris Mellon, qui était un ancien secrétaire adjoint à la Défense très haut placé au Congrès. Il a reconnu que nous avions besoin d'un plan d'attaque. Si nous voulions que cela réussisse, nous devions gérer cette divulgation presque comme vous le feriez pour une campagne de renseignement ou une campagne militaire. Nous nous sommes donc rendus compte qu'avant tout, nous avions besoin d'un engagement législatif. Nous devions impliquer les membres du Congrès afin qu'ils puissent prendre ce sujet au sérieux, qu'ils puissent voir les informations par eux-mêmes et adopter des lois et des exigences. Car dans notre pays, le Congrès contrôle le budget, il contrôle l'argent. Mais nous savions aussi, parce que nous avons ici une autre branche du gouvernement appelée le pouvoir exécutif, que parmi les trois branches que nous avons, le pouvoir exécutif était tout aussi important, parce que c'est lui qui exécute la volonté du Congrès. Nous devions donc impliquer le Congrès, l'engagement législatif et le pouvoir exécutif, c'est-à-dire les départements et les agences militaires, la communauté du renseignement, la CIA, etc. Mais nous devions également nous engager au niveau international, car nous nous sommes rapidement rendus compte qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène propre aux États-Unis. Il s'agissait d'un phénomène mondial. Nous devions donc impliquer nos partenaires et alliés internationaux, ce qui implique de faciliter la conclusion d'accords bilatéraux de partage d'informations et d'échange de renseignements entre deux pays, spécifiquement sur ce sujet. Le quatrième pilier de l'engagement, si vous voulez, c'est l'engagement des médias. En effet, si les médias s'impliquent, cela encouragera le Congrès et le pouvoir exécutif à prendre ce sujet plus au sérieux. Il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, les médias ont été très réticents à prendre des risques. Ce sujet aurait été considéré comme un suicide professionnel pour tout journaliste respectable. Aujourd'hui, c'est un sujet certainement plus, un sujet devenu plus facilement discuté par le grand public. Et le dernier, si vous voulez, pilier de l'engagement, la colonne de l'engagement, qui est probablement le plus important, c'est l'engagement du public. Il s'agit d'impliquer le grand public, car cela incitera les médias à couvrir le sujet. Cela encouragera également le Congrès, à la demande de ses électeurs, à couvrir ce sujet. Nous devions donc faire les 5, et les 5 en même temps, mais nous ne pouvions pas tous les impliquer de la même manière. Nous avons dû les aborder séparément et différemment. Pourquoi ? Parce que le public, par exemple, n'a pas d'habilitation de sécurité. Nous ne pouvons donc pas avoir de discussions confidentielles avec le grand public. Nous ne pouvons pas fournir d'informations classifiées. Avec les médias, c'est à peu près la même chose. Quand les gens me demandent qu'est-ce que j'attendais de tout ça, je ne peux pas vous le dire. Cela n'avait jamais été fait auparavant. Plusieurs de mes amis très proches m'ont dit que c'était la recette d'un désastre, que nous avions moins d'1% de chances de réussir et que nous allions avoir beaucoup d'ennuis. Et c'était vrai. Je pense que les deux étaient vrais. Je pense que nous avions moins d'1% de chances de réussir et que d'une manière ou d'une autre, nous y sommes parvenus. Et nous avons aussi eu beaucoup d'ennuis. Nous avons contrarié beaucoup de gens, tant au sein de notre gouvernement que dans d'autres organisations, en particulier au sein de notre complexe militaro-industriel, mais je crois que
Je crois que la vérité nous libérera. Je crois parfois que la lumière du soleil est le meilleur antiseptique. Si vous voulez vous débarrasser d'une infection, je pense que il faut parfois apporter de la lumière, de la transparence. Certaines personnes au sein de mon gouvernement pensent que les services sont comme un bon vin, où plus vous gardez le bouchon sur le vin, meilleur il devient. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que les secrets sont comme les légumes dans votre réfrigérateur. Je pense qu'ils sont périssables. Je pense qu'ils ont une durée de vie. Et si vous les gardez trop longtemps, tout comme les légumes dans le réfrigérateur, ils commencent à pourrir et à sentir mauvais. Et vous aurez alors un très gros gâchis sur les bras. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons historiques et certaines d'entre elles sont probablement de bonnes raisons pour lesquelles les États-Unis ont gardé cette conversation secrète pendant si longtemps. Je pense que si l'on considère le moment où, en tant que gouverneur et en tant que pays, nous avons commencé à connaître un pic d'activité OVNI, PAN, c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons commencé à en voir quelques-uns. Les Alliés faisaient état de ces phénomènes en tant que chasseurs fantômes sur le champ de bataille européen. Mais le phénomène a vraiment commencé à s'intensifier juste après l'entrée dans l'ère atomique. Et si vous regardez la situation des États-Unis à l'époque, nous étions au plus fort de la guerre froide avec la Russie, puis l'Union soviétique. Et c'était un peu la mentalité du gagnant qui l'emportait. La société ne peut pas le supporter. Les gens ne peuvent pas supporter la vérité. Tel était l'état d'esprit des pays qui étaient impliqués dans les enquêtes sur les ovnis. Je pense donc qu'il y a 3 raisons fondamentales pour lesquelles les gouvernements n'ont pas voulu avoir cette conversation ouvertement. La première est de s'assurer que l'on n'annonce pas ses vulnérabilités et ce que l'on sait ou pas à propos d'un sujet sur lequel vos adversaires sont peut-être plus perspicaces que vous. Il s'agit également de s'assurer que vous n'êtes pas soumis à un examen supplémentaire de la part du Congrès et du peuple américain sur un sujet contre lequel vous ne pouvez pas protéger le peuple américain à l'heure actuelle. Et puis, troisièmement, il y a peut-être une crise de conscience. Peut-être que les gens ne sont pas encore prêts à affronter la vérité. Permettez-moi de vous faire part d'une chose que je viens tout juste de commencer à partager publiquement. Dans mon livre imminent, je parle de la mort de ma mère, qui a été un moment très marquant pour moi. Mon père est mort plus récemment. Il est mort il y a 2 ans, le jour de la fête des pères. Jusqu'au jour de sa mort, il ne m'a jamais dit qu'il était malade. Mais je savais qu'il était malade, je m'en doutais. Les dernières fois que je l'ai vu, j'ai senti que le temps était compté. J'ai donc eu l'honneur et le privilège d'avoir, environ 2 mois avant sa mort, le temps de conduire avec lui dans l'endroit où je vis, dans le Wyoming, juste au sud de la Floride. C'était un voyage de 4 jours en voiture. Je pense qu'à la moitié du voyage, j'ai posé une question à mon père. J'ai dit, « Papa, à ton avis, quelle est la plus grande menace pour l'humanité ? Je me demande si ce n'est pas une sorte de pandémie comme un virus. Peut-être que c'est le terrorisme ou quelque chose comme une guerre nucléaire. » Il m'a regardé et m'a dit, « Mon fils, la plus grande menace pour l'humanité, c'est la corruption. » J'ai réfléchi 1 minute et j'ai dit, « La corruption ? C'est étrange. Comme la corruption financière ?» Il m'a répondu, « Non, mon fils, n'importe quelle corruption. La corruption, c'est le fait de renoncer à l'une de ses valeurs fondamentales en échange d'autre chose. Et lorsque vous faites cela, qu'il s'agisse de corruption religieuse, de corruption morale, de corruption financière, de corruption gouvernementale, lorsque vous faites cela au sein du gouvernement, vous commencez à ébranler les fondements mêmes de la démocratie. Et de là à la tyrannie totale, la pente est très rapide et très glissante. Il s'agit toujours d'une menace interne. C'est toujours nous-mêmes. Nous devenons négligents, nous devenons égoïstes, nous devenons cupides. Et chaque fois que nous faisons un compromis sur une valeur fondamentale du gouvernement, nous commençons à l'ébranler. Et si ce sujet est si problématique, c'est parce que certaines personnes ont pris des décisions qui étaient franchement illégales dans le passé. Certaines personnes ont décidé de ne pas informer certains présidents, de ne pas informer certains membres du Congrès, alors qu'elles sont censées le faire. Ils doivent le faire, c'est une obligation légale. C'est très dangereux, surtout dans une démocratie, surtout dans une société libre. Il n'y a rien de bon à en tirer.
C'est donc l'une des motivations qui m'ont poussé à rendre ce sujet public. Je pense qu'il y a une vraie crainte pour mon pays qu'un autre pays soit le premier à faire de l'ingénierie inversée et à comprendre cette technologie. C'est un problème. On peut imaginer qu'un pays voyou comme la Corée du Nord, qui s'est montrée très provocatrice, dispose de cette technologie, ou l'Iran. La question que se posent les gens est donc la suivante. Il y a deux possibilités. Devons-nous divulguer les informations ou non? Eh bien, je ne pense pas qu'il n'y ait que deux options. Il y a trois options. Il existe une voie médiane qui permet de ne pas divulguer le fait que nous ne sommes pas seuls dans le cosmos, sans nécessairement dévoiler les capacités spécifiques et les secrets du fonctionnement de ces engins. Ce n'est pas un secret que la Corée du Nord, par exemple, possède des armes atomiques et des missiles armés d'armes atomiques. Ce qui est peut-être secret, c'est leur fonctionnement, leur mode d'action, leur trajectoire de vol. Il ne s'agit donc pas d'une question de choix. Je ne pense pas qu'il faille nécessairement dire la vérité ou ne pas la dire du tout. Je pense que nous pouvons avoir cette discussion sans nécessairement compromettre les intérêts de la sécurité nationale. Mais ce n'est pas facile, car pour y parvenir, nous devons d'abord comprendre quelles sont les valeurs que nous essayons de protéger et quelles sont les capacités de certains pays adversaires. Il faut donc beaucoup de coopération et de coordination pour s'assurer qu'à chaque fois que nous avons une conversation de ce type, nous ne divulguons pas des secrets qui pourraient avoir des conséquences importantes pour notre sécurité nationale. Si ces objets existent bel et bien, et si leurs capacités dépassent les nôtres, alors une question se pose. Qui sont les êtres qui pour l'heure semblent se cacher derrière un phénomène polymorphe et insaisissable? Sont-ils une menace pour l'humanité? On me pose souvent la question, pourquoi sont-ils ici? Et s'ils sont si avancés technologiquement, quel intérêt pourraient-ils avoir pour la Terre et plus important encore pour nous? Et il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut s'intéresser aux êtres humains. Il existe tout un domaine d'études appelé sociologie dans lequel les êtres humains étudient les autres êtres humains parce que nous sommes des créatures fascinantes. Nous sommes une créature incroyablement complexe d'un point de vue émotionnel, et pourtant nous sommes aussi très très simples. Il se pourrait aussi que nous ne soyons qu'une station-service. Nous savons peut-être que les ovnis s'intéressent à l'eau. Est-il possible qu'ils utilisent de l'eau? Peut-être sépare-t-il l'oxygène de l'hydrogène, ils utilisent l'hydrogène comme une sorte de carburant, et nous ne sommes qu'une simple station-service, une station SO. Ou s'agit-il de quelque chose de beaucoup plus profond? Est-il possible qu'ils aient toujours été là? Les gens disent que c'est idiot. Mais est-ce vraiment le cas? Nous réalisons aujourd'hui, grâce à notre compréhension de la physique quantique, que l'univers est bien plus complexe que nous ne l'avions jamais envisagé auparavant. Je pense donc que s'il y a une leçon à apprendre en tant qu'humanité, c'est que l'orgueil démesuré est l'ennemi. Prétendre que nous pensons tout savoir. S'il y a une chose que nous comprenons bien, c'est que nous nous trompons généralement la première fois, et même la deuxième fois. C'est probablement ainsi que je répondrai à cette question lorsque quelqu'un demande pourquoi il s'intéresse à nous. Il se peut qu'il ne s'intéresse pas à nous, ou ils peuvent être très intéressés par nous, ou il peut s'agir d'une combinaison des deux. Les gens disent que nous avons connaissance d'incidents au cours desquels des ovnis ont désarmé nos ogives nucléaires. Et c'est vrai, mais en Russie, il y a eu des incidents où ils les ont activés. En outre, en 1945, lorsque nous avons largué des bombes, deux bombes atomiques, l'une à Hiroshima et l'autre à Nagasaki, au cours desquelles nous avons pulvérisé 500 000 âmes vivantes de cette planète, les ovnis ne sont intervenus nulle part. En fait, lorsque nous sommes passés de la technologie atomique à la technologie nucléaire, ces INH, ces ovnis, ne sont intervenus nulle part.